Bonjour à tous et bienvenue sur Data Drift. Dans ce podcast, nous parlons de data ou des métiers connaissent. Nous avons la chance de pouvoir inviter des profils seniors, donc des CTO, des senior data engineers, senior DevOps, data scientists, et nous abordons des sujets tout à fait intéressants. Et aujourd'hui, nous allons parler de confiance. Il ne s'agit pas de confiance dans le couple. Donc, je vais lancer le décor en définissant la confiance. Selon Google, la confiance, c'est l'espérance ferme, l'assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Et donc, nous recevons un invité aujourd'hui pour parler de confiance. Il va s'agir de confiance en des algorithmes en général et en des modèles d'intelligence artificielle en particulier. Donc, sans plus tarder, allons retrouver notre invité. Let's go! Bonjour Philippe. Bonjour Béranger. Merci d'avoir accepté de te prêter au jeu. Avec plaisir. Merci à toi de l'invitation. Tout le plaisir est nôtre. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter pour les personnes qui n'ont pas encore la chance de te connaître? Je m'appelle Philippe, je suis data scientist chez Quantmetry, donc une société de data et d'IA. J'y suis depuis 4 ans. Depuis 4 ans, j'ai intégré directement après mon école d'ingénieur. Donc, j'ai été diplômé en 2019 et je l'ai intégré directement après ma dernière année avec une spécialité data science. Et du coup, depuis 3 ans, je suis dans l'expertise parce que chez Quantmetry, on a différentes expertises techniques. Et c'est l'expertise Reliable AI qui traite des sujets d'IA de confiance. Donc le sujet qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. D'accord. Donc, je rappelle que tu es un gros expert sur le sujet. Et l'idée aujourd'hui, ce serait de partager ton expertise avec nos auditeurs qui t'écoutent et qui n'en savent pas forcément grand-chose. Généralement, on sait que il y a, en termes d'expertise en data science, ce qu'on connaît bien, c'est le NLP, les données tabulaires, les time series, la data science sur l'image ou la vidéo, mais on connaît pas vraiment l'expertise Reliable AI. Et donc, qu'est-ce que cette expertise et est-ce que c'est une expertise propre à la boîte où tu travailles ou c'est un sujet, c'est une expertise vraiment qui existe dans d'autres boîtes? Ouais, cette expertise est un peu particulière parce qu'au début, on traitait souvent des sujets d'explicabilité, un peu de robustesse, maîtrise des biais, des données, des algorithmes. Et c'est pour ça que quand je l'ai rejoint, on essayait de se définir un peu quoi. On avait l'idée en tête, mais on essayait de se définir. Et c'est depuis l'année dernière où justement on a bien cadré ça et on peut s'appeler justement cette expertise d'IA de confiance. Et l'objectif, en fait, on va traiter plein de thématiques différentes. Et c'est pour ça que j'aime bien cette expertise et pourquoi je l'ai rejoint aussi, c'est que c'est pas spécifique à des données spécifiquement, à des cas d'usage spécifiques, c'est vraiment très large et on va traiter de sujets évidemment d'explicabilité, de robustesse. On va aussi avoir une partie équité, maîtrise des biais et aussi justement de monitoring un peu des modèles, des données et s'assurer que le modèle en opération fonctionne comme on espérerait qu'il fonctionne. Ok, super. On voit ces derniers temps une prolifération d'outils tels que Midjourney ou ChatGPT. Quelqu'un de pas technique, très proche, me disait justement qu'il avait l'impression que ChatGPT était une continuité de sa tête, tu vois, de sa pensée. Ouais. Parce que ça l'aidait à faire des tâches beaucoup plus facilement. Et donc, tout le monde est un peu soumis à ces outils-là qu'on voit sortir de plus en plus. Et on sait qu'on a besoin d'avoir confiance en ces outils-là qui vont prendre des données peut-être sur notre vie perso et tout. Mais aujourd'hui, je pense que c'est peut-être le cadre de nous montrer pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir confiance en ces outils. Et juste pour rebondir à ce que tu disais, où les gens ont l'impression que c'est un peu une extension du cerveau. Pour l'instant, si on prend l'exemple de ChatGPT, je dirais plus que c'est l'extension de la parole. C'est-à-dire que il écrit très bien, il fait de très belles phrases. Mais après, quand on creuse vraiment et qu'on veut utiliser de tels modèles, de telles applications pour chercher la vérité, en fait, on en est loin. C'est-à-dire que parfois, il va complètement halluciner. On va être un peu à côté de la plaque. D'accord. Et juste, donc du coup, pour répondre à ta question sur la confiance, en fait, c'est quand il y a eu la data science qui a fait un peu un boom, tu vois, dans les années 2015, 16, 17, où justement on utilisait un peu des modèles de machine learning et on espérait que justement grâce aux données on allait pouvoir résoudre des problèmes complexes. Justement, on s'est aperçu que c'est beaucoup plus compliqué que ça
et que les organisations n'étaient pas assez matures, juste en termes de maturité data, très clairement. Et donc forcément, il y a eu une méfiance de ces algorithmes-là. En fait, la confiance, on peut l'avoir dans deux cas, parce que vu que moi, tous les jours, je travaille dans des entreprises, et donc du coup, c'est plus des algorithmes qui vont être dédiés à des tâches spécifiques. Et donc du coup, il y aura une méfiance vis-à-vis de ces algorithmes-là, parce que pas assez performants, parce que pas explicables, parce que on en perd complètement le contrôle quand il est en production. Et après, il y a l'autre partie, un peu, on va dire, grand public, c'est-à-dire des personnes qui ne connaissent pas en fait ces algorithmes-là, ou quand tu mentionnais du coup ChatGPT, Midjourney, ou des personnes, n'importe qui pourrait utiliser ces algorithmes-là et pourrait potentiellement avoir des craintes par rapport à ça. Et je pense que c'est notre rôle, pas uniquement moi parce que je fais partie de l'expertise Reliable AI, mais aussi en fait aux data scientists, ces personnes qui utilisent et peuvent potentiellement entraîner ces types de modèles, d'expliquer comment ça fonctionne et quelles sont en fait les utilisations vraiment modérées et concrètes avec lesquelles on peut les utiliser pour éviter que les personnes aient vraiment certaines craintes de ces sujets. D'accord. Et donc pour toi, c'est quoi en quelques mots une IA de confiance? T'avais défini la confiance par Google, oui. Tu vois. Et en réalité, c'est quand même assez proche. C'est-à-dire que, en fait, une fois que quelqu'un a confiance en un objet, en quelqu'un, en quelque chose, là tu parles de l'IA, en fait ça va être ça. Ça veut dire quelqu'un qui comprend son principe et quelque part ne la remet pas en question. C'est-à-dire comprend comment elle fonctionne, a tout bonnement confiance en elle pour ne pas la remettre en question. Et peut s'y fier. Et peut s'y fier exactement pour l'utiliser au quotidien. D'accord. Et est-ce que, par exemple, pour un data scientist, pour un métier ou pour une personne lambda, la confiance peut se définir de la même manière? Si on prend la définition vraiment en grosse maille, on peut la définir comme ça. Après, quand on rentre dans le détail vraiment purement technique, on va avoir différentes thématiques. Je les ai un peu citées tout à l'heure. Sur comment définir une IA de confiance. Nous, justement, comme on traite ce sujet chez Quantmetry depuis beaucoup d'années, on l'a défini autour de 8 thématiques, 8 axes. On va avoir une certaine... donc, juste pour les citer, ça va être de la responsabilité. En fait, responsabilité, donc l'entreprise est responsable de l'utilisation de son algorithme et on va traiter des sujets un peu de gouvernance des modèles. La partie performance, en fait... Parce que l'IA de confiance, on va regrouper plein de thématiques. On essaye de regrouper au maximum toutes les thématiques qui sont un peu autour de ces modèles. La partie performance, quelque chose de très simple. À chaque fois, on parle de performance technique. Et encore maintenant, j'ai vu un certain cas d'usage où je demandais en fait au métier d'avoir une métrique juste business, c'est-à-dire que mon modèle, très bien, il sait discriminer certaines classes, par exemple, pour de la classification, mais à la fin, une fois qu'il est utilisé, est-ce que le modèle sert vraiment à quelque chose? C'est peut-être assez basique, mais on s'en rend compte que cette question, pour ce cas précis, en fait, ils n'ont pas pu y répondre, quoi. C'était un peu compliqué de vraiment quantifier. Donc il y a la partie performance, après la partie qualité de données, donc ça c'est assez classique, mais de toute façon il faut assurer la qualité de la donnée. La partie robustesse, là on va parler d'incertitude, par exemple. Forcément pas avoir une seule prédiction, mais avoir un intervalle de confiance, avoir une probabilité à la fin de la prédiction. Et quand on déploie ces intelligences artificielles chez nos clients, l'action métier qui sera derrière sera différente et ça participe à la confiance dans le modèle. Et après les 4 autres, donc du coup l'explicabilité, je le disais, donc là c'est pour comprendre pourquoi un algorithme a pris telle ou telle décision, avoir une décision vraiment, et après prendre une décision éclairée, avoir plus d'indicateurs sur la prédiction en tant que telle, l'équité, les biais, éviter d'avoir des modèles discriminants envers certaines populations. La partie frugalité aussi. Dans cette partie-là, c'est aussi la partie consommation du coup des ressources IT qui sont utilisées, mais c'est aussi prendre en considération juste essayer dans un premier temps de faire assez simple, parce que notre objectif en tant que data scientist, c'est répondre à un besoin business avec de la donnée. Oui. Et donc du coup, plutôt que de balancer l'algorithme de deep learning avec 150 couches, et essayer de faire voilà, c'est ça, et avec un nombre de données excessif, essayer de faire simple,
pour essayer de voir si déjà avec des méthodes simples, on n'arrive pas à aider le business avec ça. Et la dernière partie, c'est la partie un peu en run, c'est de monitorer le modèle, donc les données, gérer tout ce qui est drift, et surtout avoir une stratégie d'entraînement à la fin. Parce que on peut monitorer notre modèle, les données, mais si on n'a pas d'action à la fin, c'est-à-dire on peut mettre des seuils. Ah, attention, alerte rouge, il y a un drift. Il faut pouvoir réagir. Mais il faut savoir quoi faire en conséquence. D'accord. Je t'ai entendu parler tout à l'heure de responsabilité. Je sais que j'entends souvent aussi parler d'IA éthique, d'IA responsable. Est-ce que tu dirais du coup que l'IA éthique, c'est un pilier de l'IA de confiance ou c'est vraiment deux notions différentes? Ouais, c'est vrai que même en interne et quand on regarde un peu cet écosystème autour de l'IA de confiance, l'IA éthique et responsable, il y a pas mal de débats. Moi, en fait, c'est-à-dire que ça va traiter des mêmes thématiques, mais l'IA de confiance, ça, quelque part, c'est un peu plus objectif. Alors que l'IA éthique et responsable, parce que l'éthique, en fait, on part sur de la philosophie, ça va être l'éthique de l'entreprise ou de l'équipe qui gère des modèles. C'est eux qui vont définir qu'est-ce qu'une IA éthique et responsable. Alors que la partie IA de confiance, voilà, on essaye un peu de scinder un peu les deux, même si justement sur la partie éthique et responsable, on a déjà accompagné des clients sur par exemple la définition d'une charte éthique. C'est-à-dire qu'une entreprise va avoir une charte éthique côté données, côté modèle, avec certains principes. Ces principes devront être appliqués pour tous les modèles qui vont être développés. Et ça va dépendre des entreprises. Certaines entreprises vont plus axer leur sujet éthique et responsable sur certaines des thématiques que j'ai citées. Ouais. C'est ce que tu dis m'évoque un fait. Tu vois, j'ai été confronté à un cas d'usage dans une société d'un certain type qui considérait le sujet pas du tout éthique. D'accord. Et ce même cas d'usage dans une autre société du même secteur, c'est juste les personnes qui changent. Mais on se disait oui, mais c'est totalement éthique. Et donc ça montre vraiment que la notion d'éthique dépend en fait de l'équipe. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, ça dépend. En fait, oui, c'est ça. Ça dépend des gens. Ça dépend vraiment des gens. Et est-ce que du coup, est-ce qu'il y a une sorte de bureau Veritas pour l'IA, pour certifier de l'éthique, pour que ça ne dépende plus de l'équipe qui le fait, pour certifier est-ce que cette IA est une IA de confiance? Comment on se retrouve dans tout ça aujourd'hui? Tu parles d'organismes de labellisation, de certification, des choses comme ça? C'est ça. Est-ce que on a aujourd'hui, est-ce que la régulation aujourd'hui a déjà mis en place quelque chose qui va nous permettre de tout le monde aller soumettre son modèle et on peut savoir ton modèle il n'est pas éthique, il n'est pas. Ouais. Côté label, du coup il y en a certains qui existent. Je peux énoncer le label IA par exemple, où justement quand donc on a participé justement à cette labellisation, c'est-à-dire qu'on est labellisé label IA. Et côté certification, c'est encore un peu flou. Je sais qu'il y a le LNE justement qui travaille dessus. Mais après justement c'est une certification, mais pour l'instant ça n'a rien de juridique, on va dire. Parce que cette réglementation n'existe pas encore, donc c'est les Acts, donc la réglementation européenne sur le sujet, qui est en cours justement d'élaboration, enfin qui va bientôt être votée. C'est-à-dire que là le texte, on le connaît à 90%, même 99%, on va le connaître, on va savoir ce qui est dedans. Mais il n'est pas encore voté, donc a priori ce sera pour la fin de l'année, début d'année prochaine, où justement il y aura cette réglementation qui va s'assurer pour les cas d'usage à risque, parce qu'ils ont une grille d'évaluation pour savoir si le cas d'usage est à risque ou pas. Donc ça va être plutôt, ils vont vraiment accentuer sur des cas d'usage dans le médical, dans la finance, qui vont vraiment avoir un impact sur l'intégrité des personnes. Dans le médical, tu vois, on parle d'intégrité, ou social pour la banque, pouvoir avoir un crédit, dire oui ou non à une personne pour prendre un crédit, ça impacte énormément de choses sur la vie de la personne. Ok, et d'un point de vue technique, comment est-ce que je suis une équipe de data scientist, une équipe data au sein d'une boîte grande ou petite, comment est-ce que je m'assure de mettre en place une IA éthique? Et vu qu'il n'y a pas encore d'autorité, toi tu as parlé de, par exemple, 8 piliers que vous utilisez chez Quantmetry. Mais comment est-ce que du coup les autres boîtes aujourd'hui fonctionnent
par rapport à l'éthique, par rapport à la confiance? Est-ce que c'est Nous, un peu open bar aujourd'hui ou qu'est-ce que tu remarques sur Alors comme tu dis, c'est un peu open bar. C'est chaque entreprise a un peu sa propre volonté. Justement, tu parlais d'éthique, donc c'est vraiment sa propre volonté. Certaines entreprises sont plus matures que d'autres sur le sujet de l'IA de confiance. Nous, on a, je pense, enfin moi en tout cas, je parlais en mon nom. J'ai pas rencontré d'entreprises qui sont vraiment très mature sur le sujet. Quand je dis très mature sur le sujet, c'est-à-dire avoir travaillé sur des process bien clairs pour valider oui, non, l'IA actuelle, elle est éthique ou de confiance, prenons le terme qu'on veut, pour valider, je sais pas, une mise en production ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est pas le cas. Souvent, c'est est-ce que le modèle est performant, est-ce que l'infrastructure est bien définie derrière, est-ce que le cadrage est clair, tout est clair. Mais sinon, il n'y a pas de et c'est ce qu'on propose aussi, parce qu'on va peut-être parler un peu d'audit interne. Ce qu'on a fait, et d'ailleurs c'est une mission que j'ai faite l'année dernière sur de l'audit, donc j'ai audité 4 cas d'usage chez un client et on avait parlé justement de ces process. Et est-ce que, désolé de te couper, est-ce que du coup tu penses qu'on devrait se méfier de toutes les IA déployées aujourd'hui, à la fois dans des entreprises conventionnelles comme dans des banques qui se basent sur l'IA justement pour accorder du crédit? S'il n'y a pas un côté éthique, s'il n'y a pas, en tout cas si c'est open bar aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on doit accepter les décisions de ces IA? Ouais, juste pour être vraiment très précis, moi de mon côté, c'est-à-dire que l'objectif d'une IA de confiance, pour moi, il y a 3 piliers, donc c'est la qualité, l'adoption et la réglementation. Justement sur cette partie audit et vérifier que ces algorithmes sont éthiques ou de confiance, on va dire que les équipes vont avoir certains processus de validation, de validation de qualité du modèle. Après, il faut pas non plus un peu diaboliser en disant que on a la main sur rien et que pour l'instant l'état actuel de la situation est cauchemardesque, mais en fait on le dit à personne, c'est pas le cas, hein, c'est pas du tout le cas. Et puis même les personnes en fait c'est juste vraiment sur de prendre dans son ensemble, en fait le cas d'usage dans son ensemble avec tous ces sujets qui sont vraiment un peu connexes, et donc du coup c'est vrai que éventuellement, si une entreprise justement fait pas un peu toutes ces validations, et d'ailleurs ne le mesure pas, en fait, on ne peut pas vraiment savoir s'il y a des externalités ou pas. On ne peut pas vraiment le savoir. Mais en tout cas, si une entreprise veut s'assurer au moins de la qualité, donc c'est la première chose, c'est avoir parce que l'IA de confiance, c'est ça aussi. C'est pas uniquement tu vois, vérifier si des IA sont discriminantes ou des choses comme ça. C'est pas uniquement, il y a ce point, mais c'est pas uniquement ça. C'est juste un point de vue vraiment terre à terre. Est-ce que l'IA est de qualité, tu vois? Et donc du coup ça, il faut pouvoir le mesurer. Et donc du coup ça, pour vraiment valider ça et vérifier si ces IA là sont de qualité, et bah du coup il faut mettre en place des processus un peu de contrôle pour valider ça. D'accord. Parce que est-ce que, bon, après ça, c'est une question un peu philosophique. On se dit, beaucoup de personnes ont peur que l'IA finisse par remplacer les humains. Ouais. Donc, qu'on se fasse renvoyer tous de notre travail. Et tu t'imagines que c'est peut-être par des IA qui ne sont pas éthiques, qui ne sont pas responsables. On maîtrise pas, c'est open bar. Donc, non, en fait, le truc, c'est que on peut avoir l'IA qu'on veut, ça dépend comment on l'utilise. Tu vois, c'est un peu ça. Et après, c'est dans le côté, parce qu'il y a forcément des personnes qui sont pas du tout en fait, il faut séparer les personnes qui sont un peu du milieu, comme nous. On sait un peu comment ça fonctionne. Ça utilise de la donnée. En fait, une IA, c'est assez bête. Ça apprend juste des règles sur des données. Et puis, si on sort un peu du domaine de compétences du modèle, en fait, il fait n'importe quoi. Et le contexte un peu hors data, quand on connaît pas ces sujets-là, et donc du coup c'est à nous d'expliquer aux gens qui ne font pas de la data comment ça et un peu de dédiaboliser un peu cette partie-là. Et quand je dis en interne, c'est pour les gens qui connaissent ces sujets-là, et ils le savent que évidemment ça sera pas le cas, et ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. C'est pour ça que je reviens à l'AI Act. En fait, ils vont vraiment se focaliser sur ça va être en termes de complexité de modèle ou quoi. Ils vont vraiment regarder les intelligences artificielles qui ont un impact sur l'humain, tu vois, sur l'intégrité de la personne.
Je parlais du médical ou du social. D'accord. On a beaucoup du coup parlé, je pense indirectement, de la nécessité de réguler un peu l'IA, donc un peu les développements sur l'IA. Est-ce que on n'a pas la même occasion beaucoup parlé de l'AI Act? Est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi l'AI Act et nous dire aujourd'hui est-ce que ça représente une opportunité déjà ou est-ce que c'est une malédiction? J'aime bien ce mot, malédiction. Non, en gros, l'AI Act, c'est un peu la suite logique du RGPD qui a été mis en place en 2018, où ils se sont posé la question, en fait, on a plein de données sur plein de gens, et peut-être que c'est un peu problématique si des personnes un peu mal intentionnées arrivent à récupérer des données, par exemple, de santé, ou que par exemple, des assureurs arrivent à avoir des données de santé sur des personnes précises en particulier. Et donc, du coup, ils se sont posé la même question pour l'IA. Parce que forcément, nouvelle technologie, c'est un peu le Far West, on fait un peu ce qu'on veut. Et donc, du coup, forcément, tu as des risques qui arrivent par rapport à leur utilisation. Et ils réfléchissent depuis 2019-2020 sur le sujet. Il y a eu déjà un texte, enfin, c'est pas un texte, on va dire un livre blanc, une sorte de papier, tu vois, qui faisait une centaine de pages, en avril 2021. Et ils avaient les thématiques que j'ai énoncées, ils avaient à peu près ces thématiques-là. Ils étaient un peu plus concentrés sur la partie discriminatoire, frugalité, transparence, des choses comme ça. Mais sinon, après, on s'y retrouve. Et l'objectif, en fait, comme je le disais, une malédiction, je ne comprends pas pourquoi. Parce que, par exemple, si je prends le cas de la finance, tu vois, forcément, ils vont être impactés par cette réglementation. Mais quelque part, eux-mêmes, tu vois, ils vont pas utiliser des modèles black box ou du deep learning ou quoi, parce que de toute façon, il y a déjà une réglementation qui exige et qui leur impose certaines choses par rapport à leur modèle. Tu vois, en fait, quelque part, pour certains secteurs d'activité, ça existe déjà. Comme dans le milieu médical, c'est très compliqué de développer et ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de validation sur les applications, du coup, on va dire technologique pour être très large sur le médical. Donc du coup, malédiction, je pense pas. Et quelque part, ça nous sensibilise et ça sensibilise aussi les entreprises juste pour leurs modèles qui sont vraiment très stratégiques, pas forcément qui sont impactants pour la vie humaine, mais stratégiques juste en termes de retour sur investissement, en termes de chiffre d'affaires. Ils veulent avoir de la qualité, ils veulent que ces IA-là soient utilisées par les métiers. J'avais vu un rapport qui montrait que la majorité des modèles, par exemple, qu'on appelle les large language models, donc ChatGPT, tous les modèles de la même famille, que beaucoup ne respectaient pas, étaient très loin de respecter la version actuelle de l'AI Act qu'on connaît. Ouais, exactement. Et donc, je me demandais, est-ce que c'est pas une malédiction dans le sens où est-ce que ce n'est pas difficile à appliquer? Comment est-ce qu'on peut l'appliquer aujourd'hui? En fait, alors parce que ça a fait un boom en mars, je crois, quand ChatGPT, c'est à peu près ça. Je rajoute un petit bout. Il faut dire que ces modèles ont été développés par Google, par quand même Amazon, par de grosses entités. Et si ces entités ont du mal à appliquer, à se rapprocher de l'AI Act, est-ce que ce n'est pas simplement inapplicable? En fait, donc le sujet est assez complexe et ils ont ajouté justement un article sur le sujet. Donc c'était en avril-mai à peu près sur le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que faut distinguer un peu trois choses. La première chose, c'est donc imaginons que demain l'AI Act soit valide et donc du coup que ce soit les entreprises ou ces providers de telles applications donc doivent être réglementés par rapport à ces modèles. Il y a un peu trois choses, c'est-à-dire que l'AI Act de base, peu importe, parce que après c'est uniquement des modèles, c'est des outils. Eux, ils se focalisent sur le cas d'application. Comme je le disais, je le répète, mais c'est important d'avoir bien ça en tête. C'est-à-dire que ça va être des cas d'usage. Ils ont à peu près trois catégories. T'as la première catégorie où là, t'auras vraiment aucun impact sur l'humain. Par exemple, tu prends un filtre anti-spam.
si le modèle il se plante ou quoi, c'est pas trop grave quoi. Le deuxième, c'est un peu plus tout ce qui est système de recommandation ou des choses comme ça, où déjà ça va un peu influencer, on va dire, influencer la consommation hein, pour ce cas d'usage là, l'être humain. Et après, le troisième, c'est le plus impactant, on va dire, c'est ce que je disais, côté social et d'intégrité. Et donc du coup, ils vont appliquer exactement la même démarche pour des cas d'usage à risque. Peu importe que tu as un LLM, que tu n'as pas de LLM. Et donc, du coup, si demain, tu es dans la finance, tu fais un octroi de crédit et tu utilises un LLM, bon, c'est très certainement complètement débile de faire ça, mais imaginons. Tu utilises un LLM pour dire ah bah tiens, j'ai telle donnée, ChatGPT, dis-moi si je dois lui accorder mon crédit. Et bah, ils vont appliquer exactement les mêmes règles, c'est-à-dire transparence, et donc, du coup, ChatGPT, les LLM, ils se basent sur des données qui forcément où il y a des droits d'auteur dessus et toute cette partie un peu transparente, c'est très compliqué. Et donc déjà pour cette partie, de toute façon, il y aura les mêmes règles qu'on utilise un LLM ou pas. Après, il y a une autre chose, c'est est-ce que tu as le droit d'utiliser un LLM, mais pour un cas d'usage pas à risque. Tu vois, par exemple ton filtre anti-spam. Tu veux demander à ton LLM, est-ce que c'est un spam, c'est pas un spam. Pour ce cas d'usage-là, ce qui est prévu, encore une fois, c'est pas encore acté, mais c'est qu'il y aura que des guidelines, un peu pour faire attention, pour mitiguer les risques et tout, mais il y aura pas forcément de vrai contrôle. D'accord. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est justement, donc du coup, il parle de foundation model, donc des modèles de fondation, pour justement les organisations qui mettent à disposition du grand public ces outils-là, parce qu'on connaît les risques et typiquement ChatGPT. Donc ChatGPT demain, et ça justement c'est très récent, c'est pas sec sur les règles qui vont demander à que ça soit OpenAI pour le cas de ChatGPT ou Google pour Palm, etc. et les autres, c'est pas encore fixe, mais en tout cas il y aura ils vont demander justement des surtout au niveau de la transparence, de la documentation, de la transparence, et le plus compliqué ça va être sur le droit d'auteur parce que c'est ça. C'est ça, parce que dans le texte initial, en fait, il y a un gros focus, sur la partie transparence, un focus sur la partie droit d'auteur, et qui est très très compliqué. J'imagine pour eux, on va voir comment ils vont se débrouiller pour cette partie-là. Ouais, parce que si tu regardes comment on entraîne des modèles, large language model, par exemple ChatGPT aujourd'hui, c'est qu'on va scraper tout Internet, dans toutes les données disponibles, et c'est aussi ça qui va nous permettre d'entraîner des modèles et d'avoir des modèles aussi performants parce qu'ils ont été entraînés sur une large quantité de données. Et du coup, si aujourd'hui l'AI Act prévoit de faire respecter les droits d'auteur, est-ce que ce n'est pas au final un frein déjà à l'innovation, dans le sens où on va avoir des modèles, mais ils sont plus assez performants parce qu'ils n'ont pas été entraînés sur la même quantité de données, ils n'ont pas pu emmagasiner beaucoup de connaissances. Tu vois, je te parlais des cas d'usage qui sont pas à risque, où il y a juste des guidelines. Demain, il y a l'AI Act. Si tu utilises tu vois, où tu es sur un cas d'usage qui justement impacte absolument pas la vie humaine, il y aura juste des guidelines, donc ça veut dire qu'il y aura pas de il y aura pas de loi appropriée et puis même la AI Act, c'est comme pour la RGPD, c'est-à-dire que il procède à des audits, ça demande du temps, de l'argent, et donc forcément si tu utilises un LLM pour un cas d'usage qui soit pas à risque, de mon point de vue, on verra comment ça se passe, mais je pense pas qu'il y ait de gros problèmes. D'accord, ok. Parce que l'enjeu aussi, ça peut être de la cascade, parce que on prend une décision de crédit, or ce crédit, on refuse par exemple d'octroyer un crédit, or ce crédit aurait pu permettre à une famille de gagner de l'argent et du coup... Parce que toi, tu serais OK d'utiliser un LLM pour lui demander est-ce qu'il faut donner un crédit à une personne? Non, mais par exemple, si le LLM, il est très, très performant, je ne sais pas sur tout ce qu'il a été entraîné comme données. Après, la question, c'est performant pour faire quoi, tu vois? Oui, mais peut-être que sur le cas du crédit, par exemple, c'est un exemple totalement bateau, peut-être qu'il est performant parce que sinon, est-ce que ça ne revient pas à dire ayez des filtres anti-spam très
pertinent, très compétent, et ayez tous les autres modèles qui ne sont pas du tout... Sincèrement, tu penses que le LLM sera pertinent pour avoir un conseil sur est-ce qu'il faut donner un crédit? Évidemment, ils vont pas utiliser ça. Ouais. Enfin, sinon c'est... Non, tout à fait. C'est même pas se tirer une balle dans le pied, là, c'est se tirer une balle dans la tête, quoi. Tout à fait. Et puis même, juste si tu me permets, sur la partie LLM, ce qui est intéressant aussi, c'est que... très honnêtement, tu vois, moi, le domaine du NLP, j'en ai fait, mais il y a longtemps. En fait, il y a 4-5 ans. C'était pour mon alternance de dernière année. Et c'était avant les BERT et compagnie. Donc, c'était un peu à l'ancienne. Je mets des gros guillemets. Mais c'était sans du deep learning et tout. Donc, du coup, moi aussi, je me suis un peu pris cette vague dans la tête. Et là, je me suis de plus en plus renseigné sur le sujet. Et vraiment, moi, pour mon métier, pour notre métier data scientist, comment je pouvais l'utiliser et pour quel cas d'usage. Et en fait, on se rend compte que... pour des cas d'usage, ça va être des cas d'usage vraiment très 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 spécifiques. Là, je parle dans le contexte entreprise. Tu vois, dans le contexte entreprise, ça va être très très spécifique et parce que comme je te disais au début, plus que la continuité de la tête, c'est la continuité de la parole. Tu vois, je te donne ça on le connaît de façon, les hallucinations, toutes les erreurs qu'il fait. C'est juste que il fait des très belles phrases et il paraît justement très convaincu, très convaincant. Ouais, il paraît très 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 convaincant. Mais tu vois, un exemple tout simple, c'était pendant les vacances, on se demandait avec des amis, est-ce qu'il faut dire le Nutella ou la Nutella? Tu dis le Nutella ou la Nutella, toi? Tu mets le lait avant les céréales ou ouais, voilà, c'est ça. Et tu vois, je lui ai posé la question. Et en fait, j'ai juste inversé le et la. Enfin, tu vois, j'ai dit, est-ce qu'on dit le Nutella ou la Nutella? Et après, j'ai demandé, est-ce qu'on dit la Nutella ou le Nutella? Il m'a donné 2 réponses différentes. Ah ouais. Ouais, dans le premier, c'était, on dit la Nutella, et point barre, il n'y avait pas d'explication. Et l'autre, c'était, on dit le Nutella, alors c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de règles spécifiques, mais dans le langage courant, les gens utilisent le Nutella, donc c'est plus accepté en société, on va dire, française de dire le Nutella. D'accord, très, très intéressant. Donc de mon point de vue, en tout cas, quand on creuse, ça... Côté adoption utilisateur, moi je trouve ça vraiment top parce que du coup tu as des phrases qui ressemblent enfin à des vraies phrases, on va dire comme si un humain aurait pu écrire ça, mais c'est juste l'intelligence derrière pour récupérer des informations, des choses comme ça. Où là, en fait, je me pose la question sur l'intérêt d'utiliser de tels modèles complexes par rapport à des modèles qui étaient utilisés avant et qui fonctionnaient quand même assez bien, quoi. Ok. Et est-ce que tu penses que avec l'AI Act, pour une boîte qui fait de l'IA, pour une start-up, est-ce que l'Europe est toujours une terre d'opportunités ou pour faire de l'IA aujourd'hui, il faut aller en Chine? C'est très polémique ce que je dis là. Ouais. D'ailleurs, en parlant de la Chine, donc je parlais de 3 un peu catégories de risques. Tu vois. En fait, il y en a une 4e. En fait, c'est les cas d'usage interdits. Tu vois, et on prend l'exemple du crédit social chinois, par exemple. Donc, je rassure tout le monde, on n'aura jamais de crédit social en Europe. Et donc, tu parlais d'innovation. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a l'AI Act, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça bouge aussi côté États-Unis. Alors, je vais pas parler de Chine. C'est bon. Si ça se trouve, il y a des choses. Si tu veux faire un peu tout ce que tu veux, va en Chine peut-être, et peut-être qu'on n'a pas toutes les informations. Mais au final, est-ce que c'est pas ça qui fait que quand on regarde les pays asiatiques, au final, ils ont une avance considérable en matière de recherche aujourd'hui sur l'IA par rapport justement à l'Europe. En fait, la question aussi, c'est, alors peut-être, tu vois, je suis pas connaisseur du sujet sur la Chine, mais après c'est la politique aussi qu'on met derrière. Tu vois, tu parlais d'IA éthique, où c'est en fait philosophique et quelque part politique. Tu vois, quelle IA on veut avoir dans notre société demain. Et tu vois, c'est pour ça que y a cette réglementation qui arrive. Et c'est quelle vie, tout simplement, avec quelle intelligence artificielle on veut vivre demain en Europe, en tout cas. Tu vois. Et juste pour finir sur le pendant de l'AI Act côté États-Unis et Canada, où justement ça bouge pas mal aussi. Ils sont en retard par rapport à l'AI Act, mais ça bouge pas mal. Et juste aux États-Unis, justement, parce que là aussi côté innovation ça y va. Forcément, il y a des États, il y a pas mal d'États aux États-Unis. Et donc du coup ils sont pas d'accord sur il y en a justement qui poussent justement cette partie un peu transparency AI, IA de confiance, IA éthique et responsable, d'autres pas du tout, c'est encore le Far West. Et forcément quand tu es une boîte aux États-Unis où tu vas être dans un état où il y a une certaine réglementation, et ça va fonctionner par marché.
Tu vois. Donc si tu veux juste étendre ton marché et aller dans un autre État, tu vois, où il n'y a pas de, enfin, à l'inverse, justement, où il y a une réglementation qui a été décidée, bah, ça va être très compliqué, quoi. Et, petite question encore polémique. Est-ce que tu penses qu'on devrait innover avant de réguler ou réguler avant d'innover? Parce que j'ai l'impression qu'en Europe, même avant d'innover, on a déjà régulé. Et est-ce que ça ne finit pas en un frein à l'innovation? Donc pour toi, il faut en fait, le truc, c'est que si on innove avant de réguler, on va jamais réguler. Oui, mais non, on peut finir par réguler. Bah parce que quand est-ce que tu arrêtes l'innovation pour te dire que je vais commencer à réguler? Quand j'ai assez innové. Ouais, mais c'est ça le truc. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Hein. On n'arrête pas d'innover dans tous les sens. À un moment, faut réguler. Hein. On a bien inventé le micro-ondes. Ça fonctionne bien, un micro-ondes. Ouais. Tu vois. Et t'as quand même des certifications sur un micro-ondes. Hein. Tu vois. Donc pour toi, il faut réguler avant d'innover. Bah, le truc, c'est que c'est où on met la limite. En fait, c'est ça. C'est un peu, tu vois, c'est une question compliquée à répondre. C'est où est-ce que tu mets la limite. Là, je pense que c'est le bon temps parce que les entreprises elles commencent à être matures sur le sujet. Et justement, il y a de plus en plus de questions, on va dire, dans la sphère sociale de manière générale sur justement avec ChatGPT. En plus, ça a relancé un peu le truc. Et il y a des personnes vraiment qui ont peur de ça, quoi. Franchement, et qui ont des films, les Terminator en tête et tout. Nous, on sait comment ça fonctionne et c'est notre but de leur dire que ça sera pas le cas. Et enfin, en tout cas, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Mais moi, je trouve que c'est une bonne période, sachant que ça va être comme le RGPD, c'est-à-dire que imaginons que ça soit voté à 1er janvier 2024, il y aura 1 an et demi où il va rien se passer. Parce qu'il y a un temps en fait pour que les entreprises d'adaptation, donc ça va être au moins 1 an, voire 1 an et demi. On va voir. Donc en fait les premiers audits, tout ça va être fin 2026. Fin 2026 quoi, quelque chose comme ça. Et est-ce que tu penses que ChatGPT à ce moment-là sera supprimé? Bah ça dépend d'OpenAI. En fait ça dépend de leur envie. Et forcément l'Europe, à mon avis, c'est quand même un très gros marché pour OpenAI. Donc forcément, ils vont devoir travailler là-dessus. Oui, et de toute façon, ils le savent. Est-ce que c'est raisonnable de se dire qu'en 2 ans, tu vois, là on est presque en 2024, d'ici 2026, est-ce que tu penses qu'on peut réavoir de la donnée de la même quantité avec des droits d'auteur? On peut être complètement compliant à l'AI Act? Tout dépend les moyens qu'ils mettent pour ça. Et en vrai, tu vois, ça va tellement vite. Enfin, tu vois, en 2010, je te parlais du NLP, j'en ai pas fait depuis 5 ans. Tu vois, en 4-5 ans, c'est allé tellement vite. À mon avis, ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent. C'est juste que là, en gros, ils ont vu un système qui marchait très bien et ils ont voulu le commercialiser. Parce qu'en fait, c'est ça, les LLM, ça existe depuis pas mal de temps. C'est juste que ils ont eu le bon filon et ils ont su l'adapter dans un software ChatGPT qui fonctionne très bien pour faire joujou, enfin de mon point de vue, pour faire un peu joujou. Et donc du coup, ça a parlé d'eux et forcément, tu vois, c'était 100 millions d'utilisateurs en 1 mois, un truc comme ça, ou en 1 semaine, je sais plus. Enfin bref, c'était énorme. Et donc du coup, peut-être qu'on peut penser à une version, on va dire allégée, tu vois, plus light. Il y aura des nouvelles, tu vois, parce que les GPT, c'est quoi? C'est GPT 3.5 et GPT 4. T'as un GPT, c'est quoi? Il est sorti tous les 2 ans. Ouais, c'est ça. Et il est sorti quoi? Tous les 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Ouais, je crois que c'est à peu près comme ça parce que GPT 3, je crois que c'était en 2021. Bon, je veux pas dire de bêtises, mais en gros, c'est ça, c'est 1 an, 2 ans à peu près. Et de toute façon, ils savent que le texte de loi, il va arriver et de toute façon, il faudra qu'il s'y plie, quoi. Ouais, mais d'un point de vue utilisateur, imagine tu étais habitué parce que la personne qui me disait que ChatGPT était une extension de sa tête, de sa réflexion, utilise ChatGPT 3.5. Donc c'est même pas encore le ChatGPT 4. Et donc si du coup la personne la passe au ChatGPT 4 et se rend compte que c'est encore meilleur que ChatGPT 3.5 et que soudainement tu lui emmènes une version plus allégée
de ChatGPT, mais qui respectent l'AI Act, est-ce que tu penses que les consommateurs, donc les clients, ceux qui payent aujourd'hui pour utiliser ChatGPT, est-ce que tu penses qu'ils seraient prêts à accepter un modèle avec des performances moindres, mais qui est compliant à l'AI Act? On va dire que ça dépend quelle personne tu t'adresses. Tu vois, pour les personnes de tous les jours, tu vois, tu parles de performance. Rien que de dire performance, entre nous, on se comprend. Et encore, va quantifier la performance d'un modèle, c'est à part de demander juste aux personnes qui l'utilisent, est-ce que ça te sert, est-ce que ça te sert pas. Tu vois, c'est très compliqué de définir une performance pour ces modèles-là. Enfin, moi, c'est vrai que je traite pas trop ces sujets, mais juste quand je vois des infos ou des textes, des papiers, des articles scientifiques qui sortent avec un nombre, t'as 20, 25 noms de métriques de performance différentes, c'est très compliqué de dire si un modèle est plus performant ou moins performant qu'un autre. Et ça dépend pour quel cas d'usage tu appliques. Et donc, du coup, je pense que pour Monsieur Tout le Monde, en fait, il faut juste voir si l'utilisation de ce modèle, potentiellement ce nouveau modèle qui serait potentiellement plus allégé, tu vois, on n'en sait rien, et qui soit entraîné que sur des données dont on a vérifié les droits d'auteur, on a demandé à tout le monde si oui, ok, c'est bon pour vous pour utiliser ces données-là. En fait, on n'y comprend rien, et quelque part, j'ai envie de dire, la réglementation, elle sera là, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, pour toutes les personnes qui utilisent ChatGPT, ou d'autres modèles LLM, par exemple Midjourney, tout ça, qu'est-ce que tu penses qu'elles doivent prendre comme précaution vu que l'AI Act n'est clairement pas encore entré en vigueur? À l'heure actuelle, c'est trop tôt. Je pense à l'heure actuelle, c'est beaucoup trop tôt. Et puis même, tu vois, l'utilisation, ça fait quoi? Ça fait 6 mois, bon, peut-être un peu plus, 8 mois, tu vois, que les personnes s'y sont mises. C'est, pour l'instant, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Et à mon avis, justement, quand il y aura l'annonce officielle de l'AI Act, de la sortie de l'AI Act, il va se passer, comme je t'ai dit, 1 an et demi. De toute façon, ils vont s'y mettre et ils vont trouver des solutions pour proposer on va dire une alternative ou quelque chose comme ça. C'est ça, mais d'un point de vue utilisateur, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand j'utilise ces outils qui ne sont pas encore soumis à une réglementation? Ah oui, actuellement. Oui. En fait, les précautions, on va dire. En fait, le truc, c'est assez compliqué parce que du coup, pour l'instant, justement, vu qu'il n'y a pas de cette réglementation, c'est un peu le Far West. C'est-à-dire que un enfant de 12 ans qui sait utiliser Internet et qui va sur ChatGPT peut avoir la recette d'une bombe, tu vois. Enfin, peut-être plus maintenant, parce qu'ils ont, à mon avis, ils ont dû couper ça. Mais ils peuvent avoir du contenu un peu indécent. Voilà, c'est ça, indécent sur ces outils-là. Et en fait, les précautions vraiment à prendre, c'est que le truc, c'est que il faut savoir que ces modèles-là ont été entraînés sur tout Internet, et donc quelque part, il faut un peu remettre en question. Tu vois, on parlait de confiance au tout début. En fait, tu remets pas forcément en confiance l'outil. C'est ça, c'est un peu de remettre en question, parce que pour certains cas d'usage, il est très bon. Tu vois, il est très bon. C'est justement dans le texte, par exemple, t'écris un peu un mail un peu à l'arrache où tu dis vas-y reformate-moi mon texte pour qu'il soit sympa et pour que j'envoie un mail. Ça, il y a aucun souci, tu vois. Il le fait bien. Voilà, il le fait très bien. Mais du coup, dans chercher de l'information et demander de l'information, il faut juste avoir conscience que c'est pas la vérité. Tu vois, c'est pas la vérité. C'est un peu comme, ça me rappelle, tu vois, quand j'étais au collège. Même peut-être en primaire, tu sais, quand on faisait des exposés et les profs, alors je sais pas si c'était pareil pour toi, mais les profs ils me disaient quand vous cherchez des choses sur Internet, toujours avoir plusieurs sources, tu vois, avoir plusieurs sources et faire attention à Wikipédia parce que tout le monde peut écrire quelque chose sur Wikipédia. Ouais, tout à fait. Tu vois, ça rentre un peu dans cette case-là. C'est un outil qui est ouvert à tous. Forcément, pour les plus jeunes, il faut faire attention, mais ça c'est un peu comme c'est la loi d'Internet, quoi. Il faut faire attention de toute façon sur Internet. Et du coup ça se rapproche un peu. C'est ok, ChatGPT te donne une réponse, c'est une source. Regarde à côté si directement sur Wikipédia ou sur d'autres sources, confronte un peu ça, confronte un peu ça et travaille un peu ton esprit critique, ton regard critique sur le sujet. Moi, je rajouterais, en fait, il y a un autre risque qui peut être lié justement à l'utilisation de ces modèles, de ces IA. C'est le fait que toute la donnée qu'on y introduit appartient au provider de ces modèles.
Oui. Et donc, faire attention à ne pas y introduire de données à caractère trop personnel, par exemple sa carte d'identité ou par exemple une photo de soi. Mais tu vois, aujourd'hui... Ouais, t'as raison, il y a eu des fuites d'ailleurs. Hein. Enfin, je sais pas si t'as entendu parler, c'était il y a quelques mois, je crois que c'était Samsung, où en gros t'avais des développeurs de Samsung qui ont utilisé ChatGPT. En fait, c'était pour du code. Hein. Ils lui ont demandé certaines questions sur du code, ils ont introduit du code propriétaire du coup de Samsung. Et donc du coup ça s'est retrouvé un peu sur internet partout, et donc du coup il y a une grosse suite par rapport à ça. Ouais. Et oui forcément cette partie-là elle est importante, parce qu'à chaque fois qu'on met des informations sur le ChatGPT, ils récupèrent ces données-là et après ils en font ce qu'ils veulent. Ouais. Donc pour résumer, il faut confronter les résultats que nous donne ChatGPT avec d'autres sources pour nous assurer qu'ils sont pertinents. Et faire attention aussi à ne pas mettre des données à caractère personnel. Ok. Est-ce que, vu que tu travailles tu travailles dans une expertise Reliable AI, tu as parlé tout à l'heure de plusieurs piliers tels que la performance, la robustesse, l'explicabilité. Tu as parlé de la maîtrise des biais, de la gestion de la dérive et peut-être même du nombre de personnes impactées, je ne sais pas. Mais est-ce que tu peux nous dire, par exemple, un projet concret? Est-ce qu'on peut zoomer sur un projet où tu as mis en place tous ces éléments-là, sachant que toutes les entreprises n'ont pas forcément le budget pour s'assurer de tous ces piliers? Est-ce que tu peux nous parler je peux en parler d'un. Juste sur ce projet-là, en fait, c'était pas forcément dédié à justement l'IA de confiance ou quoi. C'est juste que moi c'est des sujets qui m'animent, et en fait dans ce projet-là, donc j'étais data scientist, et j'ai voulu justement, j'ai pris l'opportunité justement de développer un peu ces sujets dans mon projet. Donc c'était un projet justement en banque, donc c'était du microcrédit. Et juste pour information, et c'est assez important de l'avoir en tête, c'était pas sur le marché européen. D'accord. Donc c'est pas la même réglementation, c'est juste parce que c'est assez important de l'avoir en tête pour la suite. D'accord. Et donc en gros sur les 8 thématiques, celle que j'ai le plus abordée, forcément la performance, la partie robustesse, la partie maîtrise des biais, la partie explicabilité et la partie contrôle des dérives. J'ai pas pu le développer en tant que tel, mais j'avais déjà des pistes de réflexion là-dessus, quoi. Sur la partie performance, justement, je parlais de la partie métrique métier, métrique technique, métrique métier. Donc c'était de l'octroi de crédit. Donc on offre un crédit, oui, non, le consommateur du crédit le rembourse. Et donc du coup le modèle, il offre une probabilité, il donne une probabilité pour ce client. Et la performance justement technique, on peut penser à une AUC-ROC ou une PR curve, des choses comme ça, où nous en tant que data scientist, ça nous donne des indications sur la performance prédictive du modèle, à discriminer, pas discriminer dans le mauvais sens, mais juste faire la différence entre les clients qui remboursent, les clients qui remboursent pas. Donc ça c'est la maîtrise technique, et forcément pour ceux qui connaissent, si on est à 0,5, donc c'est l'aléa, qu'on ait le modèle ou qu'on ait un modèle aléatoire, c'est exactement la même chose. Et du coup on a défini des modèles des métriques métiers avec le business directement, et en fait c'était directement rattaché à leurs produits. D'accord. Parce que forcément le crédit, le modèle qu'on déploie, il sert un produit qui a un cycle de vie, où des fois tu auras des promotions marketing, où des fois tu auras beaucoup plus de clients, des fois tu en auras moins, et donc forcément tu n'auras pas les mêmes représentativités de données dans tes datasets d'entraînement. Donc ça c'est ultra important d'avoir ça. C'est mon modèle, ok, il a une AUC-ROC de temps, mais à la fin, in fine, combien de clients ont remboursé, quel était à peu près le montant moyen déboursé, des choses comme ça. Et ça avait beaucoup plus de valeur, à mon sens, limite la mesure technique, en fait. Au bout d'un moment tu l'oublies un peu, quoi, parce que tant que ta métrique business ça va bien, quelque part tu sais en tout cas que ton modèle il sert à quelque chose et il aide le business. D'accord. Il y avait ça. Sur la partie robustesse, on s'est assuré, parce que notre modèle, donc c'est un modèle de classification binaire, il sortait un score entre 0 et 1. Et donc du coup, pour ceux qui ne le sauraient pas, quand on a un score entre 0 et 1, c'est pas forcément une probabilité.
Ça peut être le cas pour des cas vraiment très spécifiques où on a justement une bonne représentativité entre la classe majoritaire, minoritaire, etc. Mais il faut toujours comment ? Dans la majorité des cas. Ouais, c'est ça. Et en fait, il faut toujours remettre en question ça. Et donc, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé la calibration du modèle, à quel point le score représentait une probabilité ou pas. Tu vois. Et donc, du coup, à la fin, on a entraîné notre modèle. Le modèle apprend des règles sur, ce client avec telle donnée, telle features et tout, quel est le score associé. Mais à la fin, on ajoute un petit modèle de calibration, voilà, c'est ça, sur le dessus pour s'assurer sur une période donnée. Forcément, on travaille avec des données, donc c'est des données qui ont été générées sur une période donnée, que ça correspond bien à une probabilité. Surtout que cette probabilité, en fait, elle est complètement métier. C'est-à-dire que, imaginons qu'on a, je sais pas moi, un risque de 5%, je dis n'importe quoi. Du coup, notre cut, c'est à 5%. Dans le temps, en fait, il faut aussi mesurer, et là, ça rejoint un peu le contrôle des dérives. Il faut s'assurer que le modèle est toujours aussi bien calibré, parce que ce seuil, si le modèle n'est pas calibré, il va potentiellement changer. Si le modèle est toujours bien calibré, ce 5%, il va rester à 5%, oui. Et on sait qu'on aura toujours 5%. Et on pourra comparer le modèle dans le temps, on pourra le suivre. Ouais, exactement. Alors que si on suit pas cette calibration, on saura pas si en fait ça a shifté. Ça se trouve le seuil il a shifté. Enfin la vraie probabilité aura shifté. Donc il y a ça sur la partie robustesse. Sur la partie maîtrise des biais. Donc là en fait c'était un peu inhérent au cas d'usage, parce que le cas d'usage, forcément dans notre dataset d'entraînement, on va avoir que des données de clients à qui on a donné un crédit. Tu vois. Et donc du coup, si on considère l'impayé comme la classe positive, tu vois, on n'aura jamais les positifs, parce que ce sont les crédits qu'on n'a pas donnés. Tu vois, donc forcément, quelque part, on est aveugle sur une certaine partie de la population. Et il y avait un autre biais aussi qu'on a décelé, c'était donc en gros, pour résumer, c'est-à-dire que le crédit qu'on accordait, c'était pas un crédit avec un montant fixe, c'était un montant crescendo qui était variable. Et en fait le produit, justement, quand je disais que c'était important d'avoir le produit en tant que tel en tête, il faut avoir tout le cas d'usage en tant que tel pour pas faire des erreurs. En fait ce montant là il a changé, c'est-à-dire que le côté marketing, ils ont dit en fait on n'accorde pas autant d'argent pour ce crédit là, on va diminuer. Et donc forcément tous les crédits passés qui se retrouvaient dans notre dataset d'entraînement, mais qui avait un montant supérieur au nouveau montant, parce qu'il avait diminué. Quand on est intervenu, en fait, il avait diminué. Au début, alors moi je me disais, en fait, on va pas les prendre en compte ces données-là, parce que forcément c'est sur des montants qu'on ne va pas qu'on ne va pas scorer, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont pas actuels, et pour le modèle en production, ils vont pas être scorés sur ces données-là. Et donc du coup, en fait, on l'a vu directement grâce au modèle, et là, ça va partir sur la partie explicabilité. On s'est dit, potentiellement, on va prendre tous les crédits qui ont été donnés, qui sont supérieurs à au nouveau seuil max, et on va considérer qu'ils auraient pu rembourser le seuil inférieur, du coup, qui est le nouveau seuil max. Du coup, on se retrouvait avec une représentativité complètement décalée. C'est-à-dire qu'on avait énormément de clients qui avaient remboursé le montant max. Et donc logiquement, on peut se dire plus tu augmentes le montant, plus ton score d'impayé va augmenter. Oui. Et en fait là, c'était pas le cas, parce que forcément, on se retrouvait avec cette tranche max avec que des clients qui avaient payé, en fait. Donc, en fait, ça avait aucun sens. Ça avait juste aucun sens. Donc c'est pour ça qu'on les a retirés. Et donc du coup, je rebascule sur la partie explicabilité. Donc il y avait un genre de changement de domaine. C'est ça. Oui, c'est complètement ça. En fait, on n'était plus dans le domaine dans lequel, en fait, là, il y avait complètement un biais de sélection, c'est-à-dire que on n'utilisait pas les données d'entraînement. Enfin, le périmètre, tu vois, des données d'entraînement n'était pas le même que le périmètre des données qu'on aura en prod, quoi. C'est vrai que je pense que ça, c'est important de souligner qu'il faut qu'on fasse attention au modèle qu'on développe et qu'on s'assure que les données sur lesquelles on a entraîné ce modèle sont les mêmes types de données sur lesquelles on va utiliser le modèle. Ouais, exactement. Sinon, faire recours au pire à des modèles d'adaptation de domaine, et ça, c'est encore... Ouais, c'est compliqué. Science, oui. Et même, c'est à mettre en place, c'est assez compliqué. Et après, l'autre chose, donc, c'était la partie explicabilité.
Et la partie explicabilité, on avait du coup un modèle qui était donc c'est pour ceux qui connaissent, donc c'est l'Explainable Boosting Machine. Donc en gros c'est un GLM en gros qui est fité avec du gradient boosting. Ouais. Et qui est très peu utilisé, je pense. Hein. Beaucoup de personnes. En fait le connaissent pas parce que en gros c'est la librairie Interpret-ML qui a été développée par Microsoft. Ouais, c'est ça, Interpret, ouais. Qui a été développé par Microsoft. En fait, c'est un peu une toolbox où tu as plein d'outils à l'intérieur. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait un seul package dédié pour ce modèle-là, parce que je le trouve super intéressant. Et surtout que tu as une explicabilité sans approximation. Tu vois, par exemple, si tu prends un LAGBM, tu vas très souvent utiliser un SHAP par-dessus qui fonctionne bien. Dans certains cas, il faut faire attention quand tu as plein de collinéarité dans tes variables et tout. Là, c'est l'enfer. Enfin, même de base, l'explicabilité, quand tu as des variables collinaires, c'est l'enfer. Et du coup, ce modèle-là, en fait, il permet d'avoir une explicabilité et des PDP donc totale, c'est-à-dire que tu n'auras pas d'approximation ou quoi. Et justement, le fait d'avoir trop du coup, ce score qui a complètement chuté, ce score d'impayé qui a complètement chuté au seuil max, on l'a vu directement via l'explicabilité. Et on a juste dit, ouais, c'est logique. On le voit, là, le score, il augmente, plus le montant, il augmente. Et au dernier, hop, ça va descendre. D'accord. Tu vois, donc ça, on l'a vu directement. Et donc, du coup, c'est assez important, cette partie explicabilité. Nous, on appelle ça naturel. Tu vois, une explicabilité naturelle. Parce qu'on n'a pas, intrinsèque au modèle. By design. Ouais, c'est ça, intrinsèque au modèle. Parce que, justement, on n'était pas sur le marché européen. Donc, du coup, on n'avait pas non plus de guidelines au début du projet. Attention, faut utiliser des régressions logistiques, des choses comme ça pour bien comprendre et expliquer totalement les raisons du pourquoi on a accordé ou non un crédit. Et d'ailleurs, ce modèle-là, c'est moi qui l'avais mis en avant parce que je le trouvais intéressant et je l'avais benchmarké avec les LightGBM et compagnie. C'était pareil. Enfin, un niveau de perf, c'était pareil. C'était exactement pareil. Et ouais, du coup, on a pu avoir directement une explicabilité qui nous a permis de débugger le modèle et qui après a permis au client d'avoir une explicabilité pour tous les crédits qu'il accordait, vraiment spécifique, total quoi, pour tous ces crédits. Quoi. D'accord, très intéressant ce cas d'usage. Et combien de personnes sont impactées à peu près par ce modèle qui est déployé aujourd'hui ? Alors du coup, c'était un modèle de microcrédit. Et donc de mémoire, c'était par semaine à peu près, ou c'était à peu près plusieurs milliers. Enfin, c'était plusieurs milliers, c'est-à-dire que c'était un modèle qui était déployé sur une API. Et justement, parce que c'est déployé sur une API, et en fait, il n'y avait pas de contrôle direct sur l'octroi du crédit. C'est-à-dire que des gens appelaient via un service numérique, donc c'est via une application, via un numéro de téléphone, directement, faisaient une demande, est-ce que je peux souscrire à ce crédit ? Et du coup, notre modèle renvoyait oui, non, en fonction. D'accord. Ok, pour finir, j'ai une question pour toi. C'est, si tu étais un modèle de machine learning, quel modèle serais-tu ? Quel modèle serais-tu dans ce qui existe là ? Ne me dis pas Explainable Boosting Machine. J'avais un peu ça en tête, qui est pas mal. Ça marche pas. En fait, le truc, c'est que, tu vois, ça va un peu avec la thématique de la frugalité. Et c'est vrai que plus j'avance sur les projets, en fait, quand je suis sorti d'école, tu vois, souvent on aime bien quand même la complexité. C'est-à-dire qu'on aime bien les trucs nouveaux qui sortent, tu vois, il y a des LLM, tac, j'ai envie de les utiliser tout de suite, sans vraiment réfléchir aux limites, tout ça. Et en fait, plus j'avance, plus j'essaye au maximum de simplifier les choses, quoi. Mais vraiment simplifier les choses. Si déjà, pour de la régression ou quoi, j'ai un modèle linéaire avec 5 features bien choisis, tu vois, et qui soit rapidement, on va dire, mis en production, tu vois, déployer, et au moins pour faire des petits tests, avoir du feedback ou quoi. Tu vois, moi, je trouve que ça a beaucoup plus de valeur que d'essayer de travailler sur des modèles archi compliqués où on n'y comprend absolument rien. Pour justement travailler avec le métier sur la partie adoption, quoi. Donc, une régression linéaire à 5 features, moi, ça me va bien. Ok, donc je pense que pour faire une régression linéaire, on n'avait pas besoin de data scientist pour ça. Hein. Donc, tu remets en cause toute une carrière là. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à Philippe de nous avoir accordé de ton temps. Merci à toi. Ce fut une véritable masterclass cet épisode et nous espérons peut-être te recevoir sur d'autres sujets plus tard. Merci à tous. À bientôt.
Tchuss. Ciao.